Salut et bienvenue sur Équilibre Podcast. Moi c'est Équilibre. Je vous présente ce média qui a pour but de mettre en avant un choix éclectique d'artistes qui pratiquent leur art dans la rue à travers le graffiti ou d'autres formes d'expression. Mais aussi d'autres types de personnalités qui ont un véritable lien avec ces pratiques, qui pourront vous apporter une vision supplémentaire à la compréhension de ces mouvements artistiques et culturels. Ce podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et YouTube. Retrouvez également Équilibre Podcast sur Instagram, Facebook et TikTok. Bonne écoute. Bonjour Fré, comment ça va ? Ça va très bien. Un peu le nez bouché, mais ça va. Bon, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, mon nom c'est Fais ta vie, on m'appelle aussi La Fée. Je suis illustratrice de base, artiste urbaine et muraliste. Parfait. Est-ce qu'on pourrait partir un petit peu dans le passé, que tu arrives un petit peu à nous expliquer ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, ou il y a peut-être des choses que tu faisais avant qui n'ont peut-être rien à voir, je ne sais pas. Oui, alors moi j'ai fait des études de styliste modéliste. D'accord. Avant, j'ai jamais dessiné, il n'y a personne dans ma famille qui dessine, il n'y a pas d'artiste, pas de Ouais, musicien, quand tu parles il y a dessiner artistiquement. Voilà, tout ok. ce qui est artiste créatif, il n'y a rien dans la famille. C'est-à-dire, quand tu faisais ces fameuses études, tu Ouais. t'exprimais pas Non, en te disant tiens, je vais essayer de faire ça. non, pas du tout. Ah ouais C'était très scolaire, c'était du dessin, ce qu'on appelle de silhouette, c'est-à-dire qu'on te donnait une grille, tu faisais ta silhouette très proportionnée et basta. Et en plus, l'école te formate un style pour qu'après, quand tu travailles, on se dise ah, il y a le style de cette école. Donc D'accord. tout était imposé, mais il y a quand même du dessin, tu touches à l'aquarelle, au feutre, tout ça. Ça, c'est où et c'est en quelle année ? Ouh là là, c'était dans les années 2000 et c'était l'école Albert Demain vers Vano-du-Roc. D'accord. Voilà. Ok. Et donc avant rien. Et, Vraiment rien. Non, rien. Ça me paraît bizarre en fait. Quand non, il n'y a pas de. Je me dis, toi, doit faire ses J'ai crobats. toujours été créative, j'ai touché à tout. Je peux pas. C'est-à-dire j'aime cuisiner, j'aime la photo, j'aime lire, j'aime faire mes vêtements, je tricote même. Enfin, même, il y a toujours eu un truc manuel. Ouais. Mais le dessin pur et dur, non. Il y a juste eu mon petit avatar que je dessine dans mon Instagram. C'est le seul truc que j'ai toujours développé avec le piaf et l'hérisson. C'est le seul truc que je dessinais. D'ailleurs, Ouais. au début, Instagram, c'était que ça. C'était que des photos Ouais, de mes c'est vrai. avatars, tout au début. Sinon, il n'y a jamais rien eu d'autre. Et ça arrivait quand, ce petit avatar ? J'ai ouvert mon Instagram en 2015. Il y a eu 1 an d'avatar. Voilà. Donc tu as fait ça, enfin, quand tu dis j'ai fait ça, c'était quoi ? C'était juste tu les dessinais ? Oui, parce qu'à la base, je voulais travailler pour la presse féminine. D'accord. Donc je me suis dit, je vais ouvrir une page Instagram, je vais raconter ma vie à travers cet avatar ou l'actualité à travers cet avatar. Ok. Et quand je vais postuler, les gens vont voir comme un site en fait. Instagram, c'est un site internet. Ouais, hein. ouais. Et Ah oui, c'est bien, tu voyais ça déjà, parce que il y en a qui ont découvert ça il n'y a pas très longtemps, d'utiliser Instagram comme un site. Mais en même temps, on peut dire que c'est tard puisque j'avais plus de 30 ans. Donc on peut se dire. Oui, alors, par rapport tard, à ton âge peut-être, mais par rapport à l'âge d'Instagram, c'est vrai qu'il y en a plein qui ont continué de faire leur site internet. Alors après, ça dépend de l'activité qu'on a, mais de faire un site internet et d'avoir son Instagram juste pour le quotidien. Ouais, mais je me suis fait la réflexion de moi déjà, les gens que j'aimais bien, artistes, chanteurs, tout ça, est-ce que j'allais sur leur site ? C'était non, j'allais sur leur Instagram. Ouais. Donc je me suis dit, si moi je fais ça, les gens, voilà. Et puis en plus, un site c'est relou, ça prend du temps. Et Instagram c'est quand même beaucoup plus rapide. Et au début d'Instagram, c'était génial. L'algorithme il était bien réglé, donc ça se passait super bien. Tu vois, tu avais des bons vues, ça tournait bien. Donc c'était parfait, vraiment parfait. Donc 2016, 2015 que l'avatar en D'accord. dessin sur Insta. Et après 2016, je travaillais dans les sous-sols de la gare Saint-Lazare. D'accord. Je continuais d'envoyer des CV pour la presse, etc. Ça ne marchait pas. Et j'avais envie de faire quelque chose de dehors. Je voyageais beaucoup entre Berlin et Londres. Donc je voyais qu'il y avait surtout Berlin, ce médium du sticker, ce qu'on voyait partout. Et je me suis dit, c'est vraiment facile parce qu'on a tous une imprimante chez soi. Donc j'ai imprimé des plaquettes de mes avatars sur des stickers et j'ai commencé pendant 1 année à poser des stickers partout. D'accord. Voilà, 2016, stickers. Et en même temps, j'ai commencé à faire les affiches, c'est-à-dire que le même dessin, ça s'appelait Kama Paris. C'était une petite fille qui s'envoyait en l'air avec la tour Eiffel, dans différentes positions du Kama Sutra. Et je les avais fait en stickers et en affiches, il y en avait 7 différentes. Et je les postais, je les partageais sur Instagram et je les collais uniquement dans la rue en affiches et en stickers. C'est ça pendant 1 an. D'accord. Ouais, 2016. Et du coup, tu as pratiqué ça juste parce que tu as vu des choses à Berlin et à Paris aussi, j'imagine ? Plus Berlin, c'est vraiment Berlin qui m'a inspiré le stickers.
et l'Angleterre qui m'inspirait le collage. Parce que Paris, pour moi, il se passait rien. Je voyais rien, hormis le graffiti, parce que j'habite dans le 93, mais ça me paraissait tellement pas accessible et je me suis jamais fait la réflexion, je vais faire du mur, tu vois. J'ai vraiment commencé, on peut dire, du bas, du petits stickers de 5 cm sur 7. Je pouvais pas passer directement, tiens, je vais taper du mur en bas de chez moi, parce que j'étais vraiment en bas, je suis en bas de la darse du millénaire, moi, donc je suis vraiment à côté des murs. Ça s'est fait beaucoup plus tard, vraiment étape par étape. Donc stickers 2016, affiche, et après en 2017, il y a une bascule. Je vais en Angleterre avec une amie Coco qui faisait des super pochoirs avec des yeux, tout ça, et je lui dis, on travaille ensemble, toujours à Saint-Lazare, et je lui dis, viens, on se fait des petits week-ends ou des petites journées en Angleterre, on va voir ce qui se passe à Brick Lane, tout ça. Et j'ai commencé à voir là-bas des grands formats où tu pouvais mettre 1 heure à coller, les gens s'en foutaient, c'est-à-dire qu'au contraire, on venait te voir en disant, vous faites quoi, vous venez d'où? Et tu veux dire c'est un endroit je connais pas. Alors c'est fini maintenant, mais à l'époque c'était un endroit où tu pouvais littéralement montrer ta colle, avoir le truc sous le bras, il n'y avait aucun problème. D'accord, c'était un lieu dédié à ça. Ouais, j'ai même fait des portes de restaurants sans demander l'autorisation, le mec il m'apportait un thé quoi. C'était vraiment super ouvert et donc j'ai mes premières armes, je les ai fait à Londres et à Berlin. D'accord. Tout en restant à Paris sur le petit format. Mais vraiment c'était des gros formats quoi. J'ai commencé à faire des montages sur des collages. Et c'était des cœurs énormes, ça faisait 2 mètres d'envergure, et je les ai trimballés dans l'Eurostar, je les collais, et le soir, je repartais. Donc du coup, là on peut se poser la question de l'éphémère, si ça me pose un problème. Là, ça m'a jamais posé de problème, puisque le collage, je l'ai collé, 2 heures après, j'étais dans l'Eurostar, je ne sais pas ce qu'il devenait, quoi. Et en plus, c'est pas ma ville. Donc j'ai fait ça pendant 2017, les voyages comme ça, et 2018 aussi. Et 2018, j'ai commencé à mettre les grands formats à Paris. Et tout ça, tu l'as fait, là tu parlais de l'ami à toi Coco, c'est ça? Ouais. Tu as fait ça avec d'autres personnes dans cette période-là ou tu étais plutôt seule? Au début, j'étais vraiment toute seule. Je réveillais mes meilleurs amis pour aller à Montmartre à 7h du matin pour que... C'est pas que j'avais peur de le faire toute seule parce que ça m'arrive de le faire toute seule, mais j'aime pas... En fait, j'assimile beaucoup la session, ce que j'appelle la session de street art, au partage. C'est-à-dire que c'est... Pour moi, ce qui va se passer après, je m'en fous. Ce qui est important, c'est ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire avec qui je colle, quelle rue je vais, qui je vais rencontrer. Même si ça se passe mal, c'est important. Je trouve qu'il y a une liberté en fait de ne pas savoir ce qui va se passer, d'avoir le collage et de ne pas savoir si je vais le mettre, qu'est-ce qu'il va devenir, qui je vais rencontrer, ce que je vais me faire engueuler. C'est le truc, je trouve, le plus libre que j'ai dans ma vie actuellement. C'est-à-dire que je travaille 2 heures sur un collage, peut-être des fois 3-5 heures. Il y a beaucoup de travail. Je le mets dans mon sac à dos, je prends un quartier au hasard. Je sais maintenant les 2-3 rues qui sont intéressantes, mais avant je ne savais pas. Et vraiment, on se promène, on a 2 heures, 3 heures pour taper. Des fois, on pose pas, ça se fait pas. On n'y arrive pas, des fois, on trouve pas. Des fois, on pose. Et puis, t'es avec des... Là, j'étais avec mes meilleurs amis parce que je connaissais personne dans le milieu, mais ça s'est fait très vite grâce à Instagram. J'ai rencontré des gens comme... les premiers que j'ai rencontrés, c'était Pampan et KN. Et tout de suite, on a eu envie de faire un groupe, d'aller coller ensemble. C'est ce qui est naturel aussi parce que les gens qui sont pas dans le street art, les lever à 7h du mat pour qu'ils surveillent ton arrière, ça les fait un peu chier, tu vois. Alors que les gens qui aiment ça, qui font ça, ça se fait et sans parler. C'est-à-dire que tu te retournes, le gars il est en train de coller, bah, tu surveilles, il n'y a pas besoin de parler. Après, c'est toi qui trouves le spot, tu colles, c'est lui qui te surveille. Et puis après, on se fait un petit déj, on boit un verre. C'est un peu... c'est un tout, quoi. C'est la petite balade, on colle et puis après... Quand ça redescend un petit peu, parce qu'au début il y avait beaucoup d'adrénaline, maintenant il n'y en a plus parce que c'est la routine. Tu regardes tes photos, tu postes sur Instagram et tu te dis putain j'ai fait ça. Tu dis waouh. Et c'est là le problème, c'est que tu te dis si j'ai fait ça, jusqu'où je peux aller. Et jusqu'où on va, c'est qu'après je passe du collage au pochoir, la bombe directe dans la rue. Après j'ai commencé à faire des murs et on monte de plus en plus. Et tu as eu des... Alors là je parle même du départ. Tu faisais ton avatar, tu as eu des artistes ou des gens qui pour toi, ou même sans t'en rendre compte, t'ont un peu influencé sur ce que tu fais ou ce que t'aimes ou Pas du tout, parce qu'en plus je suis pas du tout dans le milieu artistique, je suis pas du tout là-dessus. Moi, les gens qui m'influencent... Tu bouquinais pas des revues à l'époque, je sais pas du tout. Parce que des fois quand on prend par exemple, je sais pas, on se dit tiens je vais me mettre au foot, sauf que tu te mets à regarder des revues. Non, parce que quand je lisais à l'époque, j'étais vraiment dans le milieu du street art, 100%, puisque c'était ça, hein, je collais dans la rue, donc pour moi c'était street art. Je lisais les magazines et je me retrouvais pas dedans, parce que déjà, c'était beaucoup d'hommes, il y avait très peu de femmes. Et deuxième chose, ça a commencé par « je m'appelle machin, j'ai fait les beaux-arts et du coup, moi, j'ai pas fait les beaux-arts. Je dessine depuis que je suis toute petite, j'ai jamais dessiné depuis que je suis toute petite.
Le mec, il a 25 ans, j'en ai presque 40. Enfin, rien n'était fait pour que je m'identifie, en fait. C'était vraiment, dans ces magazines, l'apologie de l'homme blanc bobo qui a fait une école d'art ou qui a un père architecte et tout ça. Et moi, c'est pas du tout le cas. Et les gens qui m'influencent, moi, très concrètement, c'est les gens de ma famille qui bossent. Mes parents, ils ont toujours bossé, même les week-ends. C'est des gens qui font des études, alors qui ont un boulot et qui ont un enfant. Enfin, moi, les gens qui m'influencent, c'est des gens qui sont dans la vie, quoi, qui sont ancrés dans la vie. Encore aujourd'hui, je suis vendeuse à mi-temps. Je travaille avec des gens qui font aussi de l'art à côté et qui bossent et qui ont des gosses. Ça, ces gens-là, ça m'influence plus qu'un mec dans un magazine qui se prend en photo dans son atelier. C'est son père qui l'a financé, quoi. Ça m'influence pas du tout. Et non, bien sûr, mais tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir, parce que des fois, comme tu dis, hein, c'est pas forcément des gens qui font des choses artistiques qui t'influencent ou qui te motivent. Il y aura eu peut-être une nana dans un magazine qui aurait dit voilà, je faisais ce métier-là, j'étais intéressée par l'art, j'ai tout plaqué pour faire un truc. Peut-être que ça m'aurait influencé. Peut-être que ça existait. En tout cas, dans la presse, elles étaient invisibilisées, ces femmes-là. Ou même des hommes, parce que moi, j'ai aucun problème à m'identifier des parcours d'hommes, mais je n'ai pas vu de parcours d'hommes. Peut-être dans le graphe, il y en a plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, dans les magazines... En fait, il y en a forcément, c'est juste après l'idée ils sont invisibilisés, quoi. Est-ce qu'ils ont été intéressants pour la personne qui faisait ces médias-là à ce moment-là, etc. C'est ça. Tu vois un peu le problème. C'est ça. Moi, je sais que c'est ce que j'essaye de faire à travers ce podcast, tu vois, c'est vraiment de mettre en avant des parcours atypiques et des... C'est ça. Voilà, il n'y a pas de stéréotype pour moi, enfin, tu vois... Et c'est ça qui est intéressant en plus, parce que après, dans ces magazines ou même d'autres gens qui font des podcasts ou des interviews sur Internet, je trouve qu'il y a une homogénéisation, tu vois, c'est toujours les mêmes gens qu'on voit. Et je trouve que ça va à l'opposé de ce qu'est le street art ou le graffiti, parce qu'à la base, pourquoi on va dans la rue, c'est un peu contestataire et c'est un peu une dimension sociale. C'est parce qu'on veut toucher tout le monde, ou on veut toucher personne, ou on est contre les galeries, ou on est contre le système, j'en sais rien. Mais du coup, si tu vas dans la rue de base, moi c'est aussi pour ça que j'y vais, c'est parce que j'ai pas un parcours artistique et que j'ai envie aussi parce que moi je vais pas jamais été dans les grands musées ni dans les grandes galeries, je pourrais même pas te dire quel est le plus grand artiste contemporain, rien à foutre. Et quand tu es dans la rue, tu te dis, tout le monde a le droit d'aimer, tout le monde a le droit d'aller en galerie, tout le monde, que ça soit dans la rue, en fait, tout le monde est égal. Tu peux croiser un banquier, tu peux croiser une petite fille qui va à l'école, tu peux croiser une femme de ménage, tu peux croiser une vendeuse comme moi, tu peux croiser tout le monde. Et c'est souvent, il y a des gens qui regardent, quand je colle, ça arrive souvent, parce que je le fais en plein jour, je le fais jamais la nuit, c'est souvent que les gens me regardent et n'osent pas parler, ils n'osent pas dire ce qu'ils ressentent. Et souvent, moi, je vais les voir, je dis, vous savez, vous avez le droit de dire vous aimez, vous aimez pas. Et souvent, les gens me disent, oh, j'ai jamais vu ça. Et on rentre dans la discussion et on se rend compte que c'est des gens qui aiment beaucoup l'art et qui n'osent pas aller dans les galeries, qui n'osent pas aller dans les trucs. Et ça, on l'a beaucoup perdu, mais en fait, moi, je me suis perdue aussi là-dedans, j'essaye de revenir à ça, c'est-à-dire... je trouve que la dimension sociale de mon travail, elle est super importante. C'est-à-dire, tout le monde a le droit d'aimer l'art, tout le monde a le droit de dire j'aime pas ce que tu fais, j'aime, ou voilà. Ça vient pas du fait que tu as fait des grandes écoles ou de ton niveau social, ça vient de là. Ça vient de ton cœur, ça vient de t'aimes pas, c'est ressent. Et souvent, les gens, quand je peigne, souvent parce que je suis une femme, on me dit oh, j'aurais pas fait ça, j'aurais fait comme ça, et vous peignez depuis quand? Et souvent, je les stoppe, j'ai dit non, mais on s'en fout. Vous aimez ou vous aimez pas? Enfin, voilà. Sinon, prends un pinceau, va à côté, mais me fais pas chier, tu vois. Va pas m'apprendre ce que je fais. Moi, je fais pas les choses pour que tu me donnes une note. Je fais les choses parce que voilà, je sais que ça fait 2 ans que je dessine. Forcément, il y a des problèmes de proportion, il y a des trucs. Mais je m'exerce, je vais évoluer. Donc, arrête de me dire ce que je dois faire et juste, t'aimes pas. Les gens, ils ont du mal à juste regarder et laisse tomber tes followers sur Instagram, laisse tomber tout. De base, ressens les choses, quoi. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est vrai que je trouve que dans la rue, c'est bien parce que tu peux avoir accès à tout le monde. Et même, il y a même des gens, des fois, j'ai des super conversations avec des artistes qui ont fait des grandes études, des trucs dans l'art, et on discute simplement, quoi. Mais c'est dur de leur dire, allez-y, n'ayez pas peur. Après, c'est vrai qu'on est dans une époque aussi où les relations sont pas forcément tout le temps évidentes. On a tendance à beaucoup dire ce qu'on pense quand on n'est pas en face. Ouais. Et on le voit bien avec Internet, tout ça. Alors que quand on est en vrai, parler, je sais pas, l'exemple d'un conflit par exemple que tu peux avoir avec quelqu'un sur Instagram et tu te francardes et tu le rencontres en face, c'est évident que ça se passe pas pareil. Il te serre la main après. C'est évident que ça se passe pas pareil. Tu te détends, tu redescends. Voilà. Mais pour en revenir à ton parcours,
Donc il y avait donc cette phase où tu es parti à Londres. Oui, Est-ce que donc du coup il y a une évolution derrière, ou il y a une progression, il y a quelque chose, ton oui. travail il a évolué d'une Ouais, il y a certaine deux façon? choses, il y a deux bascules. La première, c'est qu'à l'époque, je collais beaucoup de petites culottes, de petites comme ça, on m'appelait la fée culotte, enfin bref. Sympa. Ouais, ça va. Et en fait, à la base, En même temps tu l'as cherché. oui, je l'ai cherché. Ouais. Mais, et puis c'était pour m'amuser. Je bossais, j'étais pas dans une optique de continuer là-dedans. Il y avait une envie d'être dehors, une envie de montrer mon travail, basta. C'était, voilà. Et puis, je me suis pris à mon propre jeu. Je suis un peu maniaque et perfectionniste. J'ai commencé par dessiner des trucs et j'ai vu que, en fait, c'était pas encore ça, mais que c'était faisable. S'il y avait du travail derrière, je pourrais. Enfin, j'ai vu la perspective que je pourrais, en fait, avec du travail, dessiner tout ce que je veux. Et là, ça a complètement changé ma vision des choses et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de dire, en fait. Et j'ai commencé à dessiner des animaux. Moi, je suis passionnée d'elficologie. Je collectionne tout ce qui est livres sur les fées, les elfes, tout ce qui est vampires, tout ça, tout ce qui est fantastic art. D'ailleurs, les seuls livres de galerie que j'ai, c'est des livres sur le fantastic art et c'est des livres anglais. Donc c'est bien qu'en France, il n'y a pas de choses qui m'intéressent. Et du coup, j'ai commencé à dessiner ça. Et plus je dessinais, plus je me suis dit, ah putain, il y a du boulot, mais je vais y arriver. Donc j'étais dans un moment où c'est vrai que les gens ils étaient perdus parce que je collais des petites culottes et en même temps je commençais à dessiner des petits renards. Donc, il y a un problème là. Et ce qui s'est passé, c'est que à Londres, il y a énormément de grands murales et j'ai vu les murs et je me suis dit c'est bien parce qu'on peut raconter plein de choses en fait. On a de l'espace. En fait, c'est une question d'espace. Le collage, j'avais pas trop d'espace et le mur, j'ai vu la dimension du truc. Alors je me suis pas dit tout de suite que j'allais le faire parce que ça me paraissait tellement impossible. Sachant que j'avais jamais dessiné, j'avais pas de technique, j'avais rien, je me suis dit c'est mort. Mais je me suis dit quand même, c'est pas mal parce que on peut raconter plein de choses, il y a de la place. Et là, il s'est passé le confinement. Alors je sais, c'est tout con, mais oui, pendant le confinement, ça a débloqué des choses. En fait, je me suis retrouvée, j'ai eu du temps en fait. Et j'ai pas arrêté de dessiner. Et comme on dit, la main s'est faite. J'ai commencé à avoir un style, un truc. Et je me suis dit, en fait, mais je suis con, mais pourquoi je parle pas d'elficologie, quoi? C'est ma passion depuis le début. Mes parents m'ont toujours offert des livres sur les fées. On n'a jamais fait de musée, mais on a toujours fait des châteaux forts. On allait en vacances, on allait voir les châteaux cathares. Je suis d'origine normande. Je suis passionnée par tout ce qui est chevalerie, Guillaume le Conquérant, viking. Je me suis dit, mais c'est une évidence. C'est con parce qu'il a fallu. C'est récent. Hein. Je crois que c'est à 39 ans que j'ai fait la bascule. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je dise. Alors que c'était en moi, c'était dans mon appartement, les livres, les trucs. Mais pour moi, il y a un parcours difficile de se dire ce qui est personnel, ce que j'aime, je vais le raconter. Parce que je me dis, ça peut intéresser personne, ça intéresse que moi en fait. Puis il y a peut-être aussi le côté de se dire, est-ce que je risque pas en travaillant sur ce sujet-là m'en lasser ou m'en dégoûter ou... C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, comme oui, se quand dire t'es dedans. de faire ta passion un métier, dire attention, est-ce que je risque pas du coup de m'en dégoûter ou est-ce que je risque... T'as eu un ressenti comme ça aussi ou pas du tout? Tu t'es dit, Alors non, parce que j'ai vu, et encore aujourd'hui, je vois l'étendue du travail qui est devant moi. C'est-à-dire que là, je commence seulement à maîtriser tout ce qui est corps, peau, au niveau des peintures à l'huile, tout ça et du dessin. Et moi, mon envie, elle est d'aller plus loin, de faire des décors. J'en suis pas encore là, tout ce qui est 3D, 2D, décors. J'ai même pas encore bien travaillé aussi les armures. Il y a tellement de choses encore que j'ai pas encore travaillé que je me dis, j'ai 40 ans, je suis même pas sûre qu'à la fin de ma vie, j'aille au bout parce que j'ai commencé tard en fait. J'ai commencé à dessiner à vraiment, on va dire, 33, 35 ans. Vraiment là. Donc, et en plus, je travaille à mi-temps. Donc, c'est pas comme si tous les jours je dessinais. C'est pour ça qu'au confinement, comme j'avais que ça à faire, en fait, j'ai vachement avancé vite. Il y a eu une année, vraiment 2020, où pouf, je suis passée direct sur le mur, je suis descendue au canal et j'ai vu qu'en fait, j'ai pas vu que j'allais y arriver. Déjà, j'ai vu que ça me plaisait, parce que c'est important. C'est important déjà de voir que ça te plaît. J'ai vu où je voulais aller, ça c'est important, comment je voulais y aller. Et il y a une dernière chose qui est importante, avec qui tu veux y aller. Et ça c'est récent. Et après, je me dis, non, je vais pas me lasser, parce que je sais même pas si je vais avoir le temps de faire tout ce que je veux faire. Parce qu'il y a tellement de choses qui me passionnent. Je sais pas, je te dis des conneries, mais là j'ai très envie de travailler sur... Je suis passionnée de western spaghetti. J'adore ça. Quand je en parle, tout le monde me dit, ah bon, très peu de gens le savent. Et je me dis, bon, il y a déjà encore du boulot là, parce qu'il va falloir travailler. J'ai même pas encore fini tout ce qui est sirène, tout ce qui est vampire, je suis déjà dans une autre idée. Donc tu vois, je me dis, mais là en ce moment, je travaille à mi-temps, j'ai 3 jours pour dessiner par semaine.
je fais un tableau par mois, il y a du boulot. Il y a du boulot, donc je pense pas que je vais me lasser. Tu as parlé de vampires, de sirènes, Ouais. d'animaux, etc. Est-ce qu'il y a un message de fond dans tout ça? Je crois que... Enfin, qui est peut-être inconscient, je sais pas. Je sais pas. Je crois qu'en fait, si... Je crois que c'est un truc, je me suis posé la question il y a pas très longtemps. Depuis que je suis toute petite, parce que tu parlais du fait que je dessinais que depuis récemment. Par contre, depuis que je suis toute petite, je suis vraiment intéressée par ce qui est étrange. C'est-à-dire que toutes mes copines de classe, c'était plus tard, je vais être styliste, je vais être boulangère, je veux me marier, tout ça. Moi, je rêvais que j'étais un vampire. Ou je rêvais que je volais, ou que je foudroyais les gens avec mes mains. Quand je vois la pleine lune, je pense tout de suite au loup-garou. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Ça vient du fait que mes parents m'ont éduquée dans un cinéma vraiment ouvert sur plein de choses. J'ai toujours une imagination débordante. Je parle encore à mes peluches et à mes plantes. Enfin, il y a des trucs, voilà. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être le dénominateur commun, en fait. C'est que j'aime vraiment tout ce qui est étrange, tu vois. Si, peut-être, j'aime beaucoup, tu vois, Tim Burton, Marilyn Manson, tous ces tous ces artistes qui n'ont pas peur. Maintenant, c'est plus commun, mais avant, un mec comme Marilyn Manson, mon père, je le faisais écouter, il me disait, mais où va ma fille, quoi? Où elle va? C'est pas possible. Et Tim Burton, pareil, c'est un univers un peu plus graphique, tout ça, mais voilà, un de mes films préférés, c'est Dracula de Coppola, parce que ça n'a rien à voir avec le roman, qui est génial aussi, mais c'est d'un esthétisme. Peut-être que mes premiers tableaux, c'est des images de films, tu vois, avec des peaux très blanches et des velours très rouges. Ça m'attire beaucoup plus qu'une nana bronzée, bikini. Tu dis, oh, j'aimerais bien être gaulée comme elle. Bah non, moi je préfère être pâle et voler ou parler au loup, tu vois. Donc il y a ça aussi. Et c'est vrai que je sais pas on m'a toujours dit depuis que je suis toute petite, t'es étrange, mais je suis toujours sortie du lot. Ouais. À cause de ça. C'était ça. Et dans la pratique que tu as du street art, du collage, après chacun trouve midi à sa porte, mais quel regard tu as sur parce que comme tu le sais, moi je pratique le graffiti, la plupart de mes collègues le pratiquent aussi. Quel regard tu as en fait sur la place que tu occupes dans ce que tu fais et cet univers du graffiti, street art, enfin je sais pas si tu scindes les deux, si pour toi c'est la même chose. Si, moi, alors... je scinde bien les deux et le problème c'est un petit peu comme ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que j'ai du mal à me foutre dans une case, c'est-à-dire qu'on m'a mis dans la case street art parce que j'ai dans la rue. Aujourd'hui je fais du mur, je fais de la toile, je fais de la déco intérieure, je sais pas trop où je vais. Après ce que je sais c'est que récemment je me suis rendu compte que le street art à proprement parler pour y travailler ça correspondait pas à ma personnalité. Je parle au niveau argent business, je parle faire sa vie, gagner sa vie là-dessus. C'est très petit comme milieu, on se connaît tous, on est nombreux, il y a très peu de place et c'est très tourné sur le business, l'argent. Les femmes sont énormément invisibilisées alors qu'à l'heure actuelle il y a énormément de femmes dans la rue. Les gens qui exposent sont pas dans la rue, c'est n'importe quoi. Alors en même temps, on a envie de dire c'est ça en fait. Mais le street art, est-ce que c'est je vais coller dans la rue ou c'est j'ai un style street art et je vends mes tableaux? Moi, ça me dérange pas que la porte soit ouverte à tout le monde. Tu peux sortir d'une école d'art, tu vas faire un mur, tu vas dire je suis street artiste. Tu peux être comme moi, autodidacte, tu vas dans la rue, tu dis street artiste. Mais c'est vrai qu'il y a un panier à salade là-dedans. C'est un sacré et joyeux bordel. Et le seul truc que je retiens, et j'ai fait le tri moi, c'est que je veux plus être mis dans cette étiquette parce que je trouve qu'il y a dans les expos, dans les gens... c'est pauvre en fait, je trouve qu'il y a un appauvrissement, il y a un business qui fait que c'est toujours les mêmes gens qu'on voit, c'est toujours le même travail et il y a une paresse des galeries, des magazines à aller voir vraiment ce qui se passe dehors, à sortir, je sais pas moi, à Berlin il y a des artistes... À prendre des risques en fait. À prendre des risques, à Berlin, à Londres ou même partout, tu as des artistes qui font du scotch art, qui tirent des scotch, tu as des mecs qui font du yarn bombing, qui font du tricot, il y a plein d'univers différents et en France on voit toujours la même chose. C'est de l'abstrait, c'est du Mickey, ça m'épuise. Et c'est surtout que, en fait, même moi, sans être artiste, en étant cliente de ce genre d'expo, je me fais chier, quoi. Je me dis, mais putain, et je trouve que dans le graffiti, c'est un peu plus riche, mais je ne le connais pas, donc je ne peux pas parler. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins prout-prout. Enfin, je veux dire, moi, je côtoyais, parce que là, j'ai un peu nettoyé, des gens qui se la racontaient parce qu'ils étaient street artistes. Mais mec, quand tu vas coller tes 12... t'as FR3 au cul pour filmer ce que tu fais et tu te la racontes. Enfin, ça, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire.
Moi, ce que je veux vraiment, c'est rencontrer des gens divers, qui font des choses diverses, même s'ils font de la merde, tu vois, je m'en fous, moi, on a le mérite d'essayer de faire quelque chose, et qu'on soit vraiment socialement tous différents, c'est assez intéressant. Et le problème dans le street art, c'est que c'est trop homogénéisé. Là, c'est vraiment... on s'ennuie. Je m'ennuie, et aussi, au niveau des expos, ce que je vois, c'est pas qualitatif. Alors moi, je suis très maniaque, hein, mais je suis du genre à épousseter les tableaux dans les galeries pour voir si la poussière est faite, tu vois. Et c'est vrai que... Et puis il y a un manque de respect sous prétexte de faire de l'argent. Tu viens à l'heure, on ne te reçoit pas à l'heure. On te dit qu'on t'expose, mais t'es pas exposé. Alors que tu as invité tous les gens à venir à l'expo, t'es pas sur les murs. Après, il y a aussi pour moi cette. Moi, je suis pas trop porté sur. Parce que je pratique, d'un point de vue graffiti, etc. Bah oui. Je le fais vraiment pour moi, être avec mes potes, comme tu dis, le partage et tout. Moi, c'est ce qui Ça. prime. Mais c'est vrai que quand je vois là, votre univers dans lequel tu peux être, et ce que tu peux être amené à faire avec toi ou avec d'autres artistes, des fois même d'être invité à des événements, il y a aussi tout un truc, je sais pas comment ça se passe dans le fond, je sais pas comment c'est mis en place, mais pour moi tout un truc qui est aussi de pas forcément valoriser, j'ai envie de dire même financièrement, l'intervention Ah, mais c'est d'artistes ça. dans C'est des, ça. dans des lieux, tu vois, C'est ça. qui peuvent être laissés à l'abandon, dire non mais vous allez avoir de la visibilité, vous allez Voilà. Alors, ça c'est des trucs... Alors ça, moi, pour être honnête, je ne travaille plus depuis 2 ans parce que j'ai dit stop à ça. Ouais. On m'appelle plus. J'avais une visibilité, hein, comme on dit, sur certains événements, mais je me suis rendu compte déjà qu'on te mettait sur la porte des chiottes. Alors, je demande pas avoir un mur de 4 mètres, mais juste un peu de respect quand même. Ouais. Les nanas étaient toujours voilà là, ou alors il fallait être copain pour avoir le mur, donc ça déjà, ça fait chier. Et surtout, les gens se font un paquet de pognon sur ton dos, et on te facture au centime près ton matériel, et pas ta prestation, ni rien, ni ton truc. Et on te dit, en échange, tu auras la visibilité, tu auras 2 bouquins. On m'appelle encore, alors les agences d'événementiel, c'est impressionnant. On t'appelle pour faire, on m'a appelé il n'y a pas longtemps pour faire un parking, une surface mais énorme, c'était loin, à Angers je crois, et le mec me propose 400 balles. Et là je me suis un peu énervée, donc j'ai fait un mail, je lui ai dit attends. 400 balles du mètre carré? Non, 400 balles en tout. Ah. Donc j'ai fait attends. J'ai été voir sur internet le prix du ravalement d'un parking, je lui ai noté le prix pour juste une couleur, j'étais gentille, je lui ai mis du beige, tu vois la couleur pas trop chère. Ensuite je lui ai mis le prix d'un échafaudage parce qu'il y avait 4 mètres de hauteur. Donc c'était un peu compliqué. Après, je lui ai mis le train, l'hôtel, et on est arrivé à une somme qui n'était pas mirobolante puisque je gagnais pas un centime, mais c'était juste déjà mes frais. On était déjà au triple. Donc je lui ai envoyé ça, je lui ai dit je vous laisse après rajouter mes frais parce qu'aux dernières nouvelles, EDF, je le paye pas avec la visibilité. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles à rien. Et depuis, c'est vrai que j'ai dit stop à ça parce que j'ai travaillé 7 ans gratuitement et à perte. J'ai perdu... Qu'est-ce que tu pensais quand tu dis je travaillais gratuitement? Qu'est-ce que tu penses de cette période-là? Si tu te revoyais à l'époque, qu'est-ce que tu te dirais? Je me mettrais des claques, je me dirais mais ouf ta gueule. Non mais dans le sens, ouais, je veux dire quelque chose d'un peu plus constructif. Est-ce que tu aurais des conseils? Je veux dire par exemple si quelqu'un aujourd'hui est en train de commencer et qu'il est du coup dans cette phase-là. Parce que c'est très compliqué parce que en plus tu sais que si ces gens-là tu te les mets à dos, bah, la preuve aujourd'hui je travaille plus, mais en même temps je préfère être derrière une caisse vendeuse plutôt que de sourire à ces connards, tu vois, c'est très important. Et depuis que j'ai un salaire qui rentre, j'ai moins de temps, mais au moins je peux choisir ce que je fais et je le fais avec les gens que j'ai envie de le faire. Et la base même, c'est de faire les choses dans le respect. Mais c'est vrai qu'au début, je suis partie dans tous les sens et je connaissais pas ce milieu, je connais pas le milieu artistique, je sais pas comment ça marche. Donc on va dire que moi, toutes les erreurs, je les ai faites. Toutes les erreurs possibles, je les ai faites. Mais c'est intéressant parce qu'après... moi je suis pas du genre à ouvrir ma gueule en disant ouais tu m'as mis trop mais moi plus bas hein. Moi je teste et c'est vrai que je suis un peu rancunière, je note, je fais ah ouais toi tu me respectes pas donc toi je retravaille pas avec toi, au lieu d'aller voir le truc et de dire ah bah tu vois t'as pas été sympa voilà. Moi je note et après je rentre chez moi et je mais c'est pas bien. Après je pense qu'avec le c'est-à-dire que dans les conseils que tu donnerais ça serait de pas hésiter de mettre les choses au clair quand je pense que quand tu commences t'es obligé de faire ce genre de choses. C'est-à-dire quand tu commences, que tu n'as pas, entre guillemets, de nom, de code, que tu n'as pas encore vendu, tu es obligé de passer par là. Mais quand ça fait 7-8 ans, il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut dire, bah non, écoute, je pense que les dernières années, il y a des gens qui j'aurais dit, bah non, écoute, maintenant, on va essayer de faire une petite rémunération ou quelque chose, quoi. Parce que ça va. Mais après, c'est vrai qu'au début, c'est compliqué parce que je le vois encore, là, il y a plein d'événements, les gens sautent sur les événements, les trucs, les squats dans les maisons qui vont être détruites, ils viennent peindre et tout ça. Ça, je peux plus, moi. C'est fini. Moi, je préfère aller peindre. Il y a beaucoup, je fais de l'urbex sur les blocos en Normandie, on n'a pas le droit. Je filme pas, je montre pas ce que je fais, mais je kiffe.
C'est-à-dire que je le fais pour moi. Personne ne sait que j'étais pendant là. C'est une journée... Ça, c'est le seul truc que je fais toute seule, en fait. Je repère le loco, je tourne. Après, des fois, je vais déblayer au cisaille. Je grimpe et tout, et je suis perchée là-haut, et je reste une matinée, ou voilà. Personne ne le sait. Et je trouve qu'il y a une course à la visibilité, à faut que je poste, faut que je mette Insta, faut que je montre que j'existe. Mais qui a dit ça, en fait? T'as le droit de t'arrêter 1 an, t'as le droit d'en faire trop, t'as le droit d'en faire passer, t'as le droit de faire les choses pour toi. Et ça fait 1 an que je commence à couper mon téléphone de temps en temps pour faire les choses pour moi, et ça m'a vraiment recadré. Parce que faut savoir, tu fais ça pourquoi? Tu fais ça pour gagner de l'argent, pour être une star sur Instagram, ou tu fais ça parce que ça te plaît? Ah bah non, ça me plaît. J'aime bien faire ça. Bah fais-le simplement pour ça alors. Et ça a été très très long. 8 ans quand même. Donc 8 ans pour avoir cette réflexion-là que peut-être et que je sais qu'il y a des gens qui l'ont déjà dès le début. Qui disent, ah bah non, je travaille pas avec ces connards, ah bah non, je travaille pas à ça. Ouais, mais voilà. après, Et ça a été très très long. Parce que même dans le graffiti, en fait, on a, là je pense que des graffeurs et comme des gens qui sont dans le street art pourraient se reconnaître, on a tous, entre guillemets, au début, le contentement de se dire ouais. Tu fais un truc, on t'offre un coup à boire et ça va. Et 6 bombes de peinture et t'es refait. Mais plus ça va, plus ça avance. Et je trouve que d'un ce point de vue-là, on n'est pas assez solidaires tous les uns des autres, dans le sens où il faudrait plus qu'on parle d'argent, il faudrait plus qu'on parle de tous ces trucs-là, de savoir qu'est-ce qu'on facture. Moi, j'hésite pas à demander, en fait, à ceux que je connais, à dire t'as facturé combien, il faut. Parce que je suis dedans et que si tu me poses la question, je vais le dire aussi. Mais parce que ça permet aussi de se dire il y a un minimum quand même. Oui, tu vois, moi si je me déplace pas en dessous de temps, et ben c'est voilà, je me déplace pas en dessous de temps. Et si on dit moi je le fais à 200 balles, je sais pas, je dis bah oui non, frérot c'est pas bon. C'est ça. C'est pas bon parce que là t'es en train de niquer tout le business en fait. C'est pour ça que même les gens qui pour moi disent oh là là t'as vu machin, il a fait un chantier, il a pris tant, je sais pas 12, 15, 30 000. Mais tant mieux franchement s'il a fait ça, mais c'est top, tu vois, à un moment donné. C'est top que si tout le monde commence à mettre la main au panier. Ça va profiter à tout le monde si les gens sont habitués à payer correctement, tu vois, les interventions. Oui. Et c'est tant mieux. Plutôt que de se dire, oh là, c'est abusé, ben non, tends vers ça en fait. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Donc je comprends les démarches, comme tu dis. Après, il faut aussi. Au début, quoi. Ouais, et ce qui est compliqué aussi, c'est que ma prof de yoga, qui est la base même de la sagesse, mais qui est aussi un peu rentre dans l'art, elle m'a expliqué une petite anecdote, et à chaque fois, elle résonne dans ma tête. Parce que moi. Estimer la valeur de ton travail, c'est très compliqué parce que je suis pas sûre de moi. On a mis plein la gueule depuis le début, donc c'est pas facile de se mettre bien droite et de dire oh je veux 2000, je veux 3000, voilà, c'est un peu dur, même si j'ai aucun problème à parler d'argent. Et elle m'a dit, tu sais, un jour Picasso il était au restaurant, il n'était pas encore très connu, et il n'avait pas d'argent pour payer son repas. Et il a dessiné un dessin sur la nappe, et avec une assurance, il a dit au mec, tenez, encadrez-le, ça sera mon addition plus tard. Ça, c'est le genre de truc, mais je pourrais jamais avoir cette assurance de faire ça, quoi. Et ça résonne dans ma tête, parce que je me suis dit, le jour où je le sentirais, ce truc-là, c'est que j'aurais fait un gros travail sur moi-même, quoi. Parce qu'il faut le faire quand même. Le mec, il est en début de carrière, il va bouffer, il sait qu'il n'a pas de quoi payer, fait son petit dessin sur sa nappe, et le restaurateur, il a senti l'assurance du gars, il s'est dit, je vais l'encadrer, et banco. Et le dessin, il vaut 4 fois son restaurant, tu vois. Mais ça, c'est à chaque fois que je me répète ça dans ma tête, je me dis, mais putain, j'en suis loin, quoi. C'est chaud, quoi. Ouais, mais après ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette assurance-là, parce que quand on parle d'un gars comme Picasso, il y a d'autres artistes. Oui, bien sûr. J'en connais qui sont pas... Mais c'est vrai qu'il y en a peut-être plein d'autres aussi qui ont l'assurance et qui n'ont pas percé non plus. Qui n'ont pas percé non plus. Et que le gars, il a essayé de garder un bout de nappe et tant pis, quoi. Mais c'est vrai que, non, tu as raison dans le sens où c'est important quand on fait ça et quand on a envie de travailler dedans, c'est toujours pareil, si tu as envie de travailler dedans, il faut que tu puisses avoir de l'argent en contrepartie de ton travail et d'avoir une vraie notion du travail, j'ai envie de dire même dans sa globalité, de ne pas forcément penser j'ai mis combien d'heures, etc. Mais plutôt, t'estimes ça à combien? C'est ça. Aujourd'hui, maintenant, t'estimes ça à combien? Peut-être que dans 3 ans, ça va bouger. Tu auras changé d'état d'esprit, mais c'est bien d'avoir comment dire, même moi aujourd'hui, je me force des fois à me dire non, ça vaut tant. Il ne faut pas descendre en dessous. Il ne faut pas descendre en dessous. Et c'est pas parce qu'il n'y a que 10 heures de travail et qu'à l'autre coup, tu avais 5 heures et que tu as compté le même prix. C'est pas ça. Ouais. C'est le travail dans sa globalité. Mais en fait, il n'y a pas de. Il n'y a pas de formation pour ça. Puis j'ai envie de dire, peut-être qu'il ne faudrait pas, je ne sais pas. C'est peut-être la formation de la vie qui fait ça. Mais c'est l'expérience qui va le faire. Quand tu arrives dans ce milieu-là sans avoir de. Pareil, moi, j'ai pas d'études artistiques, etc. Moi, je suis plus du milieu du commerce. Donc,
C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, t'as déjà une C'est notion déjà pas mal. des sous-sous, Ouais. mais qui est plus, je te dis, plus segmenté sur le truc de combien d'heures t'as mis, le matériel, bon bah je me rajoute tant et voilà, t'as fait ton prix. Bah non, en fait, un truc artistique, c'est un peu plus gonflé que ça, on va dire. C'est ça. Parce qu'il y a une dimension artistique du coup, donc c'est pas pareil. Mm. Mais c'est vrai que non, c'est intéressant ce que tu dis sur le milieu du street art. Tu pratiques du coup encore Oui, tout ça. j'ai gardé l'essentiel, c'est-à-dire que ce que je préfère le plus, c'est mes sessions. Donc là, j'en ai fait une il y a 15 jours. Ça, c'est vraiment un truc, c'est viral, quoi. Si je le fais pas, ça me démange les mains. Ouais. Et c'est vraiment un truc que j'adore, je le fais encore. Je mets mes collages dans le sac à dos et on se donne un point de rendez-vous et on tape. Et ça j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment la base même pour moi du street art, avant même de vendre ou de faire quoi que ce soit, c'est d'être dans la rue pour moi. C'est la base même, d'être dans la rue, entre guillemets vandale, hein, parce qu'on va redescendre, hein, on n'est pas non plus dans l'illégalité, un collage. J'ai beaucoup d'altercations avec la police, ça se passe très bien. Enfin, Oui, oui, bien sûr. Après, ça reste. on tu n'est t'en pas des prends- gros voyous. Tu t'en prends à des surfaces Oui, qui oui. ne t'appartiennent pas, donc ça reste. Mais Voilà. ça reste du vandale, mais voilà, c'est pas non plus. C'est pas non plus dangereux ni voilà, violent, mais ouais, ça je l'ai gardé. Et puis mes petites sessions aussi de peinture sur le canal ou dans mes blocos ou les murs, voilà, comme ça. Vraiment, c'est la notion de partage que j'ai gardée. J'ai vraiment gardé ce qui me plaisait le plus, c'est-à-dire rencontrer des gens, être avec des gens et faire quelque chose, partager. Et puis après, tu fais ta photo et tu sais pas ce qui va se passer. Ouais. Et après, c'est ça. C'est vraiment ça que je garde. Le reste, si je gagne plus ma vie, si je suis plus en festival, je m'en tape. Ça a été un gros tri, il a fallu faire un gros tri, mais il faut revenir à la base, pourquoi tu étais dans la rue. Et c'était pas pour sourire à des cons en expo, c'était pour être dans la rue, pour montrer que tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit de regarder une œuvre et d'aimer ou de pas aimer, et être dehors. Être dehors. Dans ce que je te demandais tout à l'heure par rapport au milieu du street art, au milieu du graffiti, je ne pense pas avoir eu ton point de vue sur le milieu du graffiti à proprement parler. Est-ce que c'est parce que tu t'es pas vraiment intégré, on va dire, dans le milieu, ou Non, ça non, pas t'intéresse du tout. peut-être pas plus que ça Si, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est le parce regard que tu as par rapport à ce milieu-là, est-ce que je sais pas, ce que tu en penses? Alors moi la base même, je suis du 93 de Seine-Saint-Denis. J'ai toujours connu des mecs qui ont tapé des trains, qui ont pris des risques, tout ça. Et moi, c'est vraiment... T'as toujours connu, c'est-à-dire t'as fréquenté des gens qui... Non, enfin, dans la cité, ça se savait, mais D'accord. c'était pas mes potes. Hein, mais ça fait partie de ton entourage, c'est normal. Le canal, ça fait seulement depuis 2018 que j'habite au pied du canal, mais avant, je le connaissais aussi. Quand tu prends le RERB, tu as l'habitude de voir les graphes, les trucs, tu connais un peu les noms, tout ça. Mais j'ai jamais côtoyé, c'est pour ça que je peux pas en parler. Mais après, extérieurement, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que par rapport au petit trou du cul du street art qui se la raconte, je pense qu'il y a matière A au niveau du graphe, tu vois. Parce que je pense que c'est quand même eux qui ont ouvert la voie un petit peu. S'il y a des mecs, si aujourd'hui le street art est, on va dire, comme on dit, bankable, si ça se vend bien, c'est parce qu'il y a des mecs qui ont tapé des trains et qui ont réussi à arriver en galerie après, tu vois. Pour moi, c'est un peu ça l'acheminement. Et on n'est pas du tout du même milieu, ça c'est clair. Mais je pense qu'il y a un lien un petit peu, je sais pas comment expliquer ça, mais je suis pas sûre que le street art serait là où il est aujourd'hui, c'est pas le graffiti. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Je sais pas, parce que je pense qu'inversement aussi, parce que quand tu vois avant le graffiti, vraiment le graffiti des années 70, je sais pas comment ils pouvaient s'appeler, ceux qui étaient là avant ces gens-là, mais qui commençaient déjà, il y avait forcément des gens qui faisaient des choses dans la rue, et c'était pas des lettrages avec des lettres grosses, etc. Ouais. Ça allait plutôt être comme Blake Lerat ou comme des artistes comme ça qui avant juste avaient trouvé un truc et ils le faisaient dans la rue, quoi. Et c'est vrai que donc je sais pas si on peut appeler ça avant. Ouais, je sais pas trop. Pour moi, c'est des artistes dans la rue, donc ça pourrait coller de dire c'est des street artistes à l'ancienne, on va dire. Mais estampillés, tu sais, à l'ancienne. Ils dorment. Et c'est pour ça que derrière, tu vois, on peut se dire, voilà, ça a débouché. Après, je pense que c'est des influences plus ou moins directes, parce que dire, nous, on y voit un lien, parce qu'on regarde ça avec un recul énorme. C'est ça. Plus de 50 ans, 60 ans après, enfin, c'est colossal. Donc,
c'est des choses comme ça qui naissent un peu en filigrane. Quand on fait un tag sur un mur avec une bombe, ça peut être juste pour dire ce qu'on a envie de dire, ou pour dire c'est mon territoire, ou pour, enfin voilà. Ça. Toi, quand tu poses en fait tes œuvres, tes collages dans la rue, est-ce que tu as... L'instinct de territoire. Ouais, au-delà de ça, est-ce que tu as l'attente d'une certaine, je sais pas, reconnaissance, est-ce que tu attends quelque chose, en fait, mis à part le fait comme tu disais tout à l'heure, des réactions des gens positives ou négatives? Non, pas du tout. Et moi, en général, je suis plus dans l'attente du prochain. C'est-à-dire que quand je peins, je le pose. Comme tu as dit, ouais, c'est l'instant. L'instant, après c'est fini. Ouais. Et après, je vois déjà où je peux évoluer encore et faire mieux. En fait, je suis vraiment dans ce truc jusqu'où je vais aller, quoi. Là, je parle des choses sans décor. J'ai envie d'aller dans les décors. Ça va peut-être prendre 5 ans d'aller dans des toiles, dans les décors, dans des dessins avec des décors. C'est quoi que tu appelles des dessins avec des décors? Par exemple, je fais des fonds unis, tu vois. Ouais. Oui, d'accord. Travailler plus. Travailler les décors, c'est-à-dire mettre des immeubles, mettre des arbres, mettre des paysages, enfin voilà, vraiment travailler encore plus ça. Moi, je suis vraiment dans ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que je suis partie de rien, tard. Et là, je suis déjà à 7-8 ans, j'arrive à l'huile, ce qui est quand même dingue. La peinture à l'huile, quand j'ai ouvert mon premier pot, j'étais en train de trembler. Pour moi, la peinture à l'huile, c'est un médium noble. C'est les mecs des beaux-arts qui font ça, tu vois. Quand je me suis mis à l'huile, je me suis dit, je fais pas une petite connerie, je vais pas rester au bic, aux grandes couleurs. Et ça m'a plu tout de suite. Et moi, je fonctionne vraiment au feeling. C'est-à-dire, la bombe, au début, j'ai commencé à graffer sur les murales, ça m'a pas plu. Après, j'ai vidé une bombe dans un gobelet et j'ai peint, tu sais, la peinture de la bombe avec un pinceau et j'ai kiffé. Le pinceau, tout de suite, j'ai kiffé. Donc moi, je suis vraiment ce que j'ai envie de faire. Et l'huile, ça m'a plu. Et comme à chaque fois, je me suis dit, putain, il y a du taf. Parce que l'huile, c'est pas un médium facile. Pourquoi pas l'acrylique d'abord? J'ai fait de l'acrylique. D'accord. Ouais, j'étais à l'acrylique, mes premières toiles étaient en acrylique. Mais ce que je fais dans la rue, c'est de l'acrylique. Tu vois. Mais par contre, sur toile, c'est pas pareil. Et il y a vraiment aussi cette ouverture où je vois qu'il y a plein de trucs à travailler. Tu vois, les contrastes. Tu peux avoir des contrastes avec l'huile que t'as pas trop à l'acrylique. Parce que ça sèche longtemps, tout ça. Donc il y a tout ça, je me dis, la vache, je vais pouvoir... Tu vois, au début, je faisais des pots unis. Là, je commence à faire des contrastes avec des rosés, des machins. C'est tout con, tu vois, c'est la base de la peinture quand tu fais une école d'art. Mais moi, je commence seulement à l'apercevoir. Et c'est pas parce qu'on me l'a dit, c'est parce que je l'ai fait que je m'en aperçois. Et je me dis, putain, il y a encore plein de trucs à faire. Je vais pouvoir... Et c'est ça que je vois, en fait. On reparlera... Je sais pas si c'est le moment de parler d'Instagram, mais on peut basculer dessus, ouais. On peut basculer dessus. C'est vrai qu'il y a un moment où, et c'est ça qui sera intéressant, le street art est très très accroché à Instagram, je trouve. Par rapport peut-être au milieu du graffiti où l'Instagram du graphe, c'est peut-être tes yeux, quoi. Tu t'as vu le mec 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, tu sais qui c'est. C'est aussi un peu, je pense... Ouais. Aussi un peu pareil. Ouais. C'est pareil? Ouais, merde. Je pense que c'est... après, ça dépend comment chacun le vit, en fait, toujours pareil. Faut pas oublier de sortir, quoi. Ouais, c'est ça. Et le street art, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que tous les amateurs de street art, qu'on appelle les chasseurs avant, qui allaient chasser les œuvres qu'on avait posées le week-end dans la rue, ils n'existent plus, ils sont cul collés à leur Instagram. Et c'est ce qui fait que tu as des fake comptes, des trucs comme ça, ou même des galeries, hein, plein de trucs fake. Tu sais plus ce qui est vrai, ce qui fait quoi. Enfin, c'est un bordel sans nom. Et moi, je trouve que le street art, il est vraiment accroché à Instagram. Vraiment. Et la vraie question, ce serait de se dire, qu'est-ce que serait le mouvement du street art, ou que seraient les artistes street art qui réussissent aujourd'hui s'il n'y avait pas Instagram. Parce que pour la petite anecdote, tous les street artistes que je connais ont mis des bots sur leur compte Instagram, c'est des robots pour booster leur compte, pour vraiment y arriver. Donc quand tu fais ça, c'est une réflexion à avoir, quoi. En gros, tu donnes plus de puissance à ce que tu postes qu'à ce que tu fais dans la rue. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que le street art est très lié à Instagram parce que c'est de l'éphémère, vraiment très éphémère. Donc tu postes ta photo elle reste. Il y a quelques années, c'était intéressant parce que les chasseurs, entre guillemets, faisaient leur job. Donc ils prenaient ton œuvre en photo, t'avais une story, t'avais un truc, donc tu disais, ah, putain, mon truc il tourne et tout, il est reposté, c'était trop bien. Donc il y avait une petite euphorie, tu vois, tu disais, c'est génial, les gens ils se déplacent pour voir ce que je fais, tout ça. Ça tournait, l'algorithme ça se passait bien, maintenant les gens ils se déplacent plus. Donc en fait, il reste ta photo sur ton post. Et ça serait intéressant de voir aujourd'hui, s'il n'y avait pas Instagram, comment ça se passerait, qui serait vraiment connu dans le street art. Puisque les gens seront obligés de se bouger le cul pour voir ce qui se passe dans la rue. Et ça serait pas les mêmes. Je pense que ça serait pas les mêmes. Donc en fait, il y a un moment où j'ai essayé, hein, tout le monde m'a dit tu peux pas faire sans Instagram, faux. Mais moi franchement, passer plus d'1 heure sur mon téléphone, ça me fait chier. Je préfère aller voir ce qui se passe dans la rue ou descendre sur le canal, ça me fait chier. Donc je me force.
Mais il y a aussi le fait que tu vois des gens bosser et tu te dis encore lui. Tu vois, il y a un côté pas jalousie, mais il y a un côté où tu te dis putain, c'est pas juste. Et des fois, il vaut mieux les voir dans la rue, quoi. C'est plus intéressant. Donc mon rapport Instagram est très compliqué. Mais c'est vrai qu'en plus, comme tu mets en avant comment dire, l'univers dans lequel, on peut même presque dire le métaverse, dans lequel on est en train de rentrer, est vraiment en train de prendre une place vraiment très importante, alors que les vraies choses se passent dans la rue, mais pour être dans la rue, il faut bouger. C'est vrai qu'on est dans une époque où plus ça va, plus on est chronophage sur notre téléphone à scroller, à voir quand on nous le montre, parce que l'algorithme n'est pas tout le temps pertinent. Il faut aussi aller chercher, voir les choses, et c'est pas parce que tu suis quelqu'un que tu vas forcément voir ce qu'il fait, quoi. C'est de plus en plus bizarre, quoi, les réseaux, c'est curieux. Donc c'est vrai que et ça marche pareil en fait pour le monde du graffiti, parce que plein de gens disent les mêmes choses, ceux qui ont connu l'époque sans ces choses-là. C'est pas difficile, hein. Ceux de mon époque, de ton époque, c'est des gens qui ont notre âge et du coup savent que avant, quand tu voulais voir quelque chose, tu prenais ton vélo, les transports, et t'allais au spot où il y avait ces trucs-là pour découvrir la pièce 2 et t'en prendre plein la gueule. Ah, la bonne époque. Mais c'est vrai que c'est spécial parce que ça n'a pas la même saveur, quoi. Oui. Ça n'a pas la même saveur, ça a une importance quand même un peu plus conséquente et ça met plus en valeur les choses en général. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, comme tu dis, tout ça s'amenuise un petit peu au niveau et puis ça appauvrit aussi. La consistance en fait. Ça appauvrit aussi parce que tu vois toujours les mêmes choses. Tu vois toujours les mêmes choses, toujours les mêmes styles et c'est fatigant, alors qu'en fait c'est pas vrai. Tu vas dehors, là tu te dis putain elle a fait ça elle, mais je la vois pas sur Insta. Tu vas chercher, tu vois oh putain c'est génial. Il n'y a plus cette euphorie de découvrir un nouvel artiste, un nouveau médium, un nouveau truc. Il y a 10 000 personnes qui ont aimé cette photo, je vais aimer, tu vois. Bah non, t'as le droit de dire non. Parce que le mec il a 20 000. D'ailleurs non, t'as pas le droit de dire non, t'aimes. Ah oui, t'aimes pas. Donc tu dis, t'as le droit de pas mettre le petit cœur et de dire le mec il a 10K et j'aime pas ce qu'il fait et c'est normal. Et par contre la nana à côté elle a 2000 followers et je kiffe ce qu'elle fait. T'as le droit. Et d'ailleurs ça c'est important parce que moi sur Instagram je suis. Alors je vais chercher les femmes quand même parce que c'est dur de les trouver. Et je suis des nanas qui ont des carrières incroyables à l'international. Il y a Martha en Espagne, tout ça, ou la Volo. Elles n'ont pas tant de followers que ça, mais c'est des nanas qui taffent et qui ont une carrière. Donc ça veut rien dire en fait. Tu peux avoir 20K et en fait tu postes une photo, tu fais voilà, mais en fait c'est quoi tu l'as vendu, tu as fait une galerie, t'es connue, enfin voilà. Et elle a même pas 6000 et elle va dans les plus grands festivals, elle tape des grands murs dans le monde entier et elle est bien avec, ça se passe bien. Et ça me fait rêver. Ouais, bien sûr. Ça me fait rêver. Mais il y a quand même des gens qui se retiennent de liker, je pense, parce qu'ils se disent putain, c'est une nana encore celle-là, elle travaille trop, non, on va pas liker. Je pense qu'il y a des gens qui se retiennent quand même. Et qu'il y a un effet de buzz sur certains artistes. Et puis après, c'est de toute façon, tu vois bien, hein, si tout le monde likait, les gens, enfin moi je sais pas, personnellement, si toutes les personnes qui me suivaient likaient toutes mes publications, ça se serait, et on en est très 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 loin, je suis même pas, tu vois, à 10% des gens qui me suivent, qui like au final, et je m'en fous. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu regardes le nombre de vues plus que les likes. Ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses, il y a énormément de gens qui suivent ton travail, mais qui vont pas liker. Donc c'est vraiment qu'il y a cette philosophie de pas booster les comptes, ou de pas... voilà. Mais on regarde ce que tu fais. Et c'est un contraste énorme, c'est-à-dire que tu peux avoir 50 likes et t'as 2000 vues. C'est énorme, le truc est énorme. Et c'est pareil moi pour les stories, je vois bien les gens là qui me surveillent, tu vois, on les voit, je te vois. Donc tu vois, tu dis mais t'es con ou quoi, je vois que tu vois ce que tu regardes. Pourquoi tu vas pas liker, t'es abruti ou quoi? C'est un peu le grand paradoxe de notre époque. Les gens, je te dis, c'est comme si t'étais en train de peindre ton mur et que les gens passent derrière toi et tu les connais, ils te connaissent, mais ils disent pas bonjour, rien. Genre ils t'ont pas vu. Genre, mais je t'ai vu passer derrière. J'ai vu que t'as vu. Non, si, je t'ai vu. Mais après, c'est vrai que c'est particulier. Mais c'est pour ça que pour conclure, je dirais il faut sortir d'Insta. Il faut, en tant qu'amateur d'art et en tant que de graphe, de street art, de n'importe quel art, hein, contemporain, tout ça, c'est bien de voir Insta parce que ça sert de site et ça permet de voir les gens quand il y a une expo, tu vois, t'as un rappel, tu sais, putain, une expo ce jour-là, voilà, c'est intéressant, tu vois le travail, tout ça. Mais c'est important aussi d'aller en galerie, d'aller en expo,
d'aller voir ce qui se passe dehors, tout simplement. Et puis d'aller à la rencontre des gens, de s'informer. C'est ça, c'est la bave même. Et pas de rester sur ses acquis, tu vois. C'est ça. Rester planté dans ces trucs et de se dire ah non. Après, c'est un état d'esprit. Hein. Il y en a qui pratiquent cette mentalité-là et ça leur réussit, tant mieux. Hein. Mais je trouve ça un peu triste. Quoi. Ouais, ennuyeux et triste. Ouais. Exactement. De rester bloqué. Et donc là, pour les gens avec qui tu peux travailler, etc., comment tu te présentes ou comment ils te reconnaissent par rapport à ce que tu peux faire? Ils te disent direct que tu es une street artiste ou tu dis non, je suis une artiste? Oui, on peut dire que je suis street artiste, que je continue à les poser dans la rue. Donc, parce qu'en fait, c'est vrai que toi, tu sens bien le truc de te dire il y a les murs, il y a les collages, il y a mon travail de peinture à la maison. Ouais. Alors que moi, c'est vrai que j'aurais tendance à dire t'es une artiste, C'est vrai que donc ça veut dire que tu as le droit de faire tout ce que tu veux en fait. C'est ça. C'est vrai que sur mon Instagram, j'ai mis illustratrice parce que c'est vraiment mon truc de base. J'ai mis muraliste et j'ai mis street artiste. J'ai bien différencié. Pourquoi j'ai différencié? Parce que pour moi, le travail de street art, c'est du pur vandal. C'est-à-dire que j'ai pas d'autorisation. Je vais pas poser chez des gens avec une autorisation. C'est vraiment un travail éphémère. Je sais pas ce qui va se passer, donc c'est un peu différent. Le mural, c'est vraiment quelque chose où, on va dire, tu as le temps, tu te poses, tu as des pseudo-autorisations, c'est des commandes, voilà. Voilà. C'est pour ça que j'ai différencié. Et puis illustratrice, c'est le travail. Là, j'ai fait mon premier livre avec Graham Isaac au Canada. On a fait un livre ensemble, ça m'a beaucoup plu. Du coup, j'ai envie de le faire le mien. Il y a ce livre, du coup, tu peux nous en parler? Oui. Alors, du coup, c'est un ami canadien qui habite à Montréal, Graham Isaac, qui suit mes dessins et qui m'a demandé d'illustrer un de ses livres qu'il avait. Il avait le texte, en gros, il avait les dessins. On est parti sur les vieilles gravures de Winnie l'ourson à l'ancienne, vraiment les premiers dessins de Winnie l'ourson qui étaient à l'encre noire. Donc il m'a demandé de faire ça et je kiffe parce que moi le dessin au pilote et à l'encre noire, j'adore. Tu sais, je suis un peu bourrine moi sur les médiums, donc tu peux appuyer, tu peux revenir. Enfin moi j'aime bien, tu vois, je pète, je sais pas combien de pinceaux à chaque fois que je peins. Et donc on a fait ça. Et ce qui est vraiment génial, c'est que pour info, c'est le 3e que je fais et c'est le premier qui sort. Ah d'accord. Et que je m'y attendais pas. J'ai bossé 2 fois sur 2 autres livres qui sont jamais sortis. Il y avait 1 an de travail sur chaque. C'est jamais sorti et lui il avait un enthousiasme vraiment incroyable. Ça s'est fait à distance parce qu'il habite au Canada, ça s'est fait en anglais et on a été au bout et en moins d'1 an, donc ce qui était vraiment génial, j'adore. Pourquoi les autres ne sont pas sortis? Le premier, problème de financement, et le deuxième aussi. Et le premier en fait c'était avec une maison d'édition et je suis pas, en fait ils te font bosser, ils te font passer en commission et après ils disent finalement on le fait pas. Mais est-ce que derrière ils peuvent pas se servir de ton travail? Non, ça va? Non. Sécuriser ça Non. Donc, d'où l'expérience de se dire je ne travaille plus sans contrat. Et le deuxième, c'est avec un ami aussi, j'avais fait quelque chose qui était très intéressant, on essaye d'en faire quelque chose, mais il n'y avait pas le financement parce que ça coûte très cher. Et là, il est sorti, le Royaume tranquille, donc il est sorti là l'automne dernier, ça fait 1 an. J'aimerais bien retravailler avec lui, mais c'est surtout que ça m'a donné envie, parce que moi, c'est vraiment ce que je disais avec l'histoire des murs, c'est-à-dire qu'il y a de l'espace. Et un livre, tu peux raconter trop d'histoires. Ouais. Et c'est vrai que ça me correspond bien en plus avec l'illustration, les dessins. J'ai beaucoup de dessins de mouvement, tout ça. Et ça me trotte. Après, ça me fait très peur parce que c'est beaucoup de travail, énormément de travail. Et ça veut dire qu'il y a d'autres choses que je ne pourrais pas faire en même temps, tu vois. Tu as déjà l'idée de ce que tu voudrais raconter dans tes... J'en ai 3 dans la tête. Ah ouais, ouais. D'accord. J'ai un synopsis sans écrit. Forcément trop en dévoiler, mais... ce qui m'intéresse surtout, c'est de parler de tout ce qui est hybride et métamorphe, en fait. J'aimerais bien travailler aussi sur les gangs, les groupes. Ça me passionne, en fait. J'ai grandi vraiment au milieu des cités où on était vraiment en groupe. C'est un truc qui m'intrigue, en fait, cet effet de masse, de toujours être avec tes copains en bande. Et j'ai envie d'y mélanger un petit peu les métamorphes, c'est-à-dire ça peut être les loups-garous, ça peut être les gens hybrides, voilà. Il y a toujours cette envie de croiser l'homme avec l'animal, c'est un truc qui me passionne. Et sous quelle forme ça existerait? Dire que ça serait... Parce que moi aussi, quand tu me parles de ça, moi je vois une BD, mais... Alors moi j'aime beaucoup Benjamin Lacombe, qui travaille sous forme d'histoire, mais parfois tu as le dessin qui est en pleine page, tu vois. Donc en gros tu as une pleine page à gauche, et c'est limite... en fait lui il fait un tableau, puis après il le scanne et ça fait sa page. Et après il met son texte à droite, et après il peut faire aussi des petits cadrages de BD. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de mélanger tout ça, en fait. Encore une fois, de sortir de l'académie, de la BD toute simple, et de faire, pourquoi pas, des pages en noir et blanc, des pages en couleur, des pleines pages, des pages qui s'ouvrent, qui se déplient. Vraiment de m'amuser dans le format, mais avec une histoire solide. Donc voilà, j'en ai 3 dans la tête. Celle-là, avec les métamorphes et les hybrides, elle me trotte parce que... Et j'ai vraiment envie de prendre ma ville en exemple, en fait. J'ai envie de parler d'Aubervilliers.
Et je pense que quand tu pars dans un projet C'est assez une fou, bonne idée. oui, et c'est surtout que j'ai envie d'en parler autrement que cramage de bagnole, Ouais. gens qui sont RSA et tout ça, parce que c'est pas ça pour moi la banlieue et le 93, c'est même tout l'inverse. Ça fait 40 ans que j'y suis, je suis propriétaire ici, je vais rester ici, j'aimerais bien avoir mon atelier ici, c'est pas pour rien. On parle d'instinct de territoire, je pense qu'il est très fort quand on est banlieusard, on est fiers. Mais j'ai aussi envie d'en parler du 93 autrement que dans tous ces films que j'adore, hein, sur la haine, Les Misérables, tout ça, j'ai kiffé. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi des gens qui vivent, il y a des assos, il y a des artistes. T'as le marché, t'as le canal, t'as le centre commercial où tu squattes en bas. Voilà, j'ai envie de parler de ça. Donc c'est un sacré foutoir. Ouais, enfin, moi je sais que je me perdrais. Voilà, mais facilement en dans le gros, genre j'ai de- envie de parler de la banlieue et des effets de gangs et de bandes. Et de lieu que ces bandes, ça soit, je sais pas, des dealers ou des mecs qui volent des scooters, ou voilà, bah que ça soit, je sais pas, la bande de loup-garou contre la bande de bouc, je sais pas, je fais des trucs tout cons, mais voilà, j'ai envie de travailler sur cet effet de masse, j'ai envie de travailler sur la banlieue, et en même temps de parler de la vie derrière. Un petit peu de fantastique, un petit peu de réel. C'est D'accord. ça que je veux mélanger. Après, il y a beaucoup de travail. Et pour l'instant, c'est pas que je suis paresseuse, mais je sais que quand je vais me lancer, mais après, encore une fois, c'est tellement personnel que ça fait peur, quoi. Je sais que la première... je l'ai, hein, le cahier, il y a le synopsis qui est dedans, et à chaque fois, je me mets devant la page blanche et je me dis non. Ça fait 3 ans, je suis pas encore lancée, je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais voilà. Et c'est beaucoup de travail et ça fait peur, et c'est surtout que j'aimerais qu'il sorte, et peut-être que je suis encore... on va dire trop jeune pour qu'il sorte, enfin je sais pas, mais c'est peut-être un peu trop tôt. Je sais. Après, il n'est pas trop tôt pour commencer à travailler dessus, ça c'est sûr. Oui, c'est clair, mais je me connais, dès que je vais travailler dessus, je vais le faire à fond. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas me parler, on va au resto, machin, j'aurai plus de vie quoi. Je vais être enfermée dans le truc et ça va être très compliqué. Parce que ça va me tenir à cœur, comme tout ce qui est très personnel, quoi. Et mais je te souhaite vraiment, parce que c'est vrai que c'est intéressant le sujet, le thème et comment tu as envie de l'exploiter, c'est vraiment intéressant. Donc il faut que tu le fasses. Bon bah voilà, 2024, mais, au plus tard 2024 on va voilà. se dire. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir comment dire, des objectifs comme ça et même des fois des trucs qui nous dépassent un peu. Voilà. C'est bien parce que D'où parce que là la BD il va vraiment falloir que j'apprenne à travailler les décors. J'ai déjà fait les photos, hein. J'ai fait les photos de tout mon quartier, j'ai les plans, j'ai tout dans ma tête. Maintenant il faut les dessiner. Et j'ai jamais dessiné de décor de ma vie, mais je me suis toujours dit le premier que je dessine, c'est ma cité. Cette cité, elle a un nom? Moi je suis à la frontière, en fait j'avais le cul entre la cité aimée et la cité Pont-Blanc, mais je suis de la cité aimée. D'accord. Ouais. J'étais vraiment à la frontière, la ligne. Donc en fait j'avais mes potes à la cité aimée, mais j'allais au centre aéré à la cité du Pont-Blanc, tu vois le bordel. Mais bon, c'était bon enfant, hein, ça se passait bien. Mais la cité aimée. Que ce soit ton Instagram, tu vois même dans les différents bouquins que j'ai pu regarder sur ton évolution artistique, il y a toujours des belles photos, dire que tu te prends bien, enfin tu te prends en photo, t'hésites pas à te montrer, alors qu'on pourrait très bien se dire vu que des fois tu fais un petit peu des prestations non rémunérées et plutôt non déclarées et non autorisées. Donc toi ça te gêne pas concrètement Non, en fait j'ai fait mon premier selfie je l'ai fait à 29 ans. Donc ça rêve relativement quand on voit les nouvelles générations, voilà. Et très tôt, je me suis dit qu'en fait, parce que ça m'intéresse aussi chez les artistes, ce qui m'intéresse chez les artistes, moi, c'est pas seulement ce qu'ils font, c'est aussi leur univers. Et c'est vrai que moi, ce que je fais, c'est très attaché à ma personnalité, à ma façon d'être. Je bombarde pas trop de photos de moi, mais j'aime bien en mettre de temps en temps. Voilà, là c'était Octobre Rose, j'ai fait une photo rose. Il y a aussi le fait que voilà, j'aime bien la mode, j'ai fait des études de styliste modéliste, donc ça me pose pas de problème, j'adore les fringues, voilà. Et je pense que c'est pas que fait ta vie à peint ou à fait des dessins, il y a aussi l'univers, la personnalité. Et je pense que ça c'est important, tu vois, quand tu vois un feed, quand tu vois que des murs, tu vois que c'est beau et tout ça, ok. Mais après quand tu vois un univers, enfin moi quand je vois des feeds de nanas ou de mecs où je vois leurs photos, je vois des gags, moi en plus j'ai mes petits dessins d'avatar où je peux mettre des petites histoires, bah, tu rigoles, tu souris, tu te sens plus, comment dire, tu dis ah oui moi aussi, ou voilà, je trouve que c'est plus dynamique, et en fait ce que tu montres c'est plus, je raconte pas toute ma vie non plus, il y a des choses personnelles que je dirai jamais, mais il faut, j'ai pas de problème en montrant mon univers et en montrant moi, il n'y a pas de souci là-dessus. À partir du moment où ça devient pas narcissique et que tu as du fond, ça me pose pas de problème.
C'est-à-dire que t'as des nanas, elles se disent artistes, et il n'y a aucune photo d'or, il n'y a que des photos d'elles sur l'Insta, et tu te dis, mais tu plains quoi? Qu'est-ce que tu fais? Donc là, ça me posera un problème. Mais après ça, non, ça me pose pas de problème. Mais ça pose des problèmes sur certaines personnes qui te suivent sur Insta, et tu les vois, ils like que ta gueule. Et quand tu poses ta gueule, t'as 200 likes, 4000 vues, et quand tu poses un tableau, t'en as moins, tu vois. Donc c'est un petit jeu aussi que j'accepte, et de temps en temps, quand mon compte il ralentit, je fous ma gueule. Parce que je me dis, ça va remonter, tu vois. Donc c'est du féminisme et girl power, tu vois. Tu dis, ah, ça marche mieux avec ma tronche, ça fait combien de temps que j'ai pas mis ma tronche? Allez hop, on va rebooster un petit peu le feed. Parce que c'est pas de dire putain vous faites chier, vous pourrez liker aussi mes tableaux, mais c'est voilà, c'est le jeu, je joue le jeu, voilà, j'ai pas de problème, je mets ma tronche, ça va remonter un petit peu, puis je vois tu sais les pourcentages, j'ai un compte pro, donc tu vois, et quand tu mets ta gueule, tu vois, vous avez interagi avec plus de 400 personnes, tu dis wouh. C'est pas mes tableaux, c'est ma tête. Donc voilà. Mais bon, après, moi ça me pose pas de problème à partir du moment où comme je te dis, il n'y a pas que ta tête, tu te dis pas artiste et tu fais rien derrière. Il n'y a pas de souci. Et puis après, il faut garder une certaine distance. Comme je te disais, je suis partie au Maroc cette année, j'ai tout coupé. Il y a des choses qu'il faut garder pour toi. Voilà, j'ai envie de faire un voyage, j'ai coupé le téléphone, je l'ai coupé 10 jours, pas d'Insta, j'ai pas fait... Et comme tu dis, je fais beaucoup de photos, j'adore la photo. J'ai fait des photos magnifiques du Maroc avec moi, des coussins de soleil, enfin des trucs très instagrammeuses. J'ai rien posté. C'est pour moi. Ça restera pour moi. Et l'année prochaine, je repars, Inch'Allah, encore, plus de temps, et je vais encore déconnecter plus longtemps. Ça, c'est un truc, je veux le faire maintenant une fois par an. Une fois par an, je pars quelque part pour moi, je coupe tout. Bon, sauf les parents, enfin encore, ils ont paniqué. J'ai juste dit, je suis bien arrivée, et puis 10 jours après, je suis revenue. Ils étaient en panique et tout, j'étais dans le fin fond des montagnes de l'Atlas, mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce que quand tu reviens, ça te remet les choses dans le contexte de faire les choses pour toi, tu vois. Faut être égoïste, en fait. Tu fais pas les choses parce que c'est à la mode, ou tu fais pas les choses parce que lui, il l'a fait. J'aime pas, j'aime pas. Tout le monde aime, c'est pas grave, moi j'aime pas. Je serai la seule qui aime pas, c'est pas grave. J'aimerais pas, voilà, tant pis, c'est comme ça. Des fois, c'est en prenant une position comme ça que tu te rends compte qu'au final, il y en a d'autres qui vont dire ah bah non, moi au final aussi, je crois que j'aime pas. Voilà. Donc c'est bien ça. de... Ou je comprends pas. Moi, des fois, il y a des trucs que je comprends pas, quoi. Ouais. Il y a des posts, les gens, ils sont alors... Les mecs, vous surdosez un peu. Ouah, bro, c'est lourd, ça tape. Ouah, frère, c'est trop bien. Le mec, il a fait un point noir sur une toile blanche. Tu te dis, sérieux? Et la nana à côté, elle a fait un putain de mural. Personne n'a jamais tapé ce mur toute seule. Elle l'a fait toute seule. Il n'y a aucun like. Par contre, on a bien surveillé qu'elle avait fait le mur, tu vois. Et puis on se dit, ouh, elle est dangereuse. Et puis on la suit plus, tu vois. C'est ce qui m'est arrivé. Donc du coup, c'est Après, c'est la petite battle. Hein. Existe aussi, au final, entre un mec qui va sortir une prod artistique extraordinaire et qui va avoir 200 likes, et une nana qui se poste et qui a fait rien. Et qui met son cul. Qui met son derche en avant et qui va avoir c'est vrai. 12 000 followers. Je suis pas encore prête à montrer mon cul sur Instagram pour 12 000 followers. Non, mais faut savoir, comme tu dis, tu gardes ton jardin secret, c'est très bien. Oui, voilà. Mais voilà. non, mais c'est pour ça que c'est curieux. J'aimerais bien me téléporter 200 ans plus tard et savoir le regard qu'on aura sur ce qu'on vit aujourd'hui, en fait. Sur comment on vit aujourd'hui, en fait. Alors moi, pas 200 ans plus tard, mais moi, des fois, je me dis, déjà quand j'aurai 60-70 ans, est-ce que je serai toujours dans la rue, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je taperai encore des murs et tout ça? Est-ce que pour toi, te dire ça veut dire que tu es entre guillemets une vraie ou c'est quoi ta recherche à travers cette question? Non. C'est de voir jusqu'où peut aller la passion, jusqu'où peut aller... voilà. Parce que c'est un truc... Parce que des fois, on pourrait se dire, je veux qu'on me valide. Enfin, tu vois... non. Je veux être validé ça, c'est fini. Voilà, j'ai eu cette période-là pendant 2 ans où je faisais les choses pour qu'on me dise « Ah, c'est bien ce qu'elle fait. C'est cool. Elle en est. Ah, elle en est. Maintenant, je m'en fous. Ah non, ça, c'est fini. C'est fini. Égoïstement, je fais les choses pour moi. Voilà, si j'ai envie de travailler les vampires, les vampires, on s'en fout. Je m'en fous. Moi, j'ai envie de travailler les vampires. Donc, je travaille les vampires. Donc, la ferme, sinon, il va t'arriver des bricoles à la pleine lune. Donc, voilà. Ah ouais, vraiment, il peut se passer des choses comme ça. Il peut se passer des trucs, attention. Non, ça, c'est fini. Ça a été dur, mais c'est vrai que j'ai eu une grosse période où j'étais toujours sur mon téléphone à flipper parce que j'avais pas de like, parce que j'avais pas de trucs. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Et ce voyage de déconnexion, je le conseillerais à tout le monde, tous les gens qui sont malades du téléphone, là, partez, ou même des fois de temps en temps, juste tu vois une journée, tu te dis je vais faire du vélo, je vais au parc, laisse ton téléphone chez toi, quoi, juste un après-midi.
Et en fait, tu te rends compte que c'est toi-même qui te mets des putains de barrières, des putains de stress pour rien à cause d'une merde, là. Oui, puis là, je veux dire, cette barrière-là, c'est une barrière psychologique, mais il peut y avoir juste la barrière aussi physique, que ton physique puisse te faire comprendre qu'il ne faut plus, notamment à travers les yeux, parce que c'est ça. Quand tu commences à prendre un petit peu de la bouteille et que tes yeux, enfin moi je vois mes gamins qui ont l'âge d'être à l'aise sur votre téléphone, je me dis putain, quand ils vont avoir 15 piges, ça fera 15 piges que... Quand tu vas avoir 30 piges, ça fera 15 piges qui sont sur c'est ouf, hein. leur téléphone. Ouais. Et pas un peu. Hein. Oui, beaucoup. Oui, parce que moi, j'ai une alerte sur mon Insta. Moi, je veux pas passer plus au-delà de 10 heures. Ah non, 1 heure. C'est 1 heure de moyenne par jour. Et là, j'ai regardé, ça fait 3 jours, je suis à 30 minutes. Je suis bien. Ouais. Et ça me permet de peindre plus. Donc, je préfère peindre qu'être sur mon téléphone. Non, mais ça, c'est une vraie mais bataille. C'est cool, c'est bien. Ouais. Mais ça a été vraiment une détoxification, quoi. Ça a été dur. Les premiers jours au Maroc, c'était chaud. Mais ça va très vite. Ça va très très vite. Téléphone, la dépendance. Mais non, mais en fait, tu fais qu'1 heure d'Instagram, mais tu l'as dans la main combien d'heures par jour? 6 heures. Et en fait, tu te rends compte que tu n'en as pas besoin, quoi. Va regarder un coucher de soleil, va faire ton yoga, va manger, parle avec les gens avec qui tu manges déjà, pose-leur des questions, qui ils sont, et pas quel est ton Insta. Sauf qu'eux, ils sont sur leur téléphone. C'est ça. Non, on avait tous coupé. Et en fait, naturellement, ça va très vite, au bout de 2-3 heures, bon, allez, au bout d'une journée, tu te rends compte que ça te manque pas. Et après, c'est le retour qui est dur. Quand tu le rallumes, tu te dis, chier de le rallumer, putain, saloperie. Mais après, parce qu'il faut quand même, ça fait partie du job de communiquer. Il faut communiquer. Et qu'il y a une partie quand même agréable. Des fois, tu reçois des messages, des gens qui disent, j'avais pas le moral, j'ai vu ton dessin, ça m'a fait trop sourire. Ça va encore moins bien. Il me tire une balle maintenant. Non. Mais mais bien sûr. C'est normal. En fait, c'est la dose. C'est la dose, voilà. Faut pas oublier d'être vraiment artiste et de pas être Instagrammeur, quoi. Et après, il y a des gens qui font les deux, ils le font très bien. Chacun son rôle, son business. Mais moi, c'est pas le mien. Il faut s'y retrouver, quoi. À un moment donné, c'est ça. Faut être heureux dans ce qu'on fait, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que la plupart des gens qui sont un petit peu en dehors du système, qui ont refusé de participer à un genre de système, soit ils ont la possibilité de travailler quand même, et tant mieux pour eux. Mais des fois, il y en a, ça peut être un peu douloureux, parce qu'on est vraiment exclus, quoi. C'est comme si, je suis pas dans un groupe de graffiti, d'un seul coup, il y a un style global et que toi, ton style varie un peu. Oula. Toi, c'est... Qu'est-ce que tu fais, quoi? C'est ça. En général, franchement, ceux qui n'ont pas d'Instagram ou qui n'ont rien, soit c'est des gens qui ont déjà une carrière, des gens qui ont déjà une carrière, soit ils ont un agent ou une galerie qui fait le job pour eux. Je crois que c'est des ouf. Ça, c'était ouf. Mais oui, ça c'était ouf, mais du coup, respect, quoi. Mec, c'est un malade. Je vais taper une galerie et je vais faire une expo, je vais pas communiquer, personne va venir, ça va être ouf. Si ça se trouve, toi, il va rester avec ses petits canapés, son champagne, il n'y aura personne, il va tout fumer tout seul. Mais non, t'es obligé de communiquer un petit peu, c'est normal. Puis ça fait partie du partage. Mais il faut communiquer bien. Mais faut pas rester 3 heures sur les vidéos de chats. Parce que ça va aller très vite. Très vite. Non, super. Et dans les projets à venir, donc là on a parlé d'un bouquin. J'aimerais bien me lancer, Il y a des choses comme ça aussi sur lesquelles tu aimerais bien travailler, ou je sais pas, des collabs ou des... J'ai pas mal de collabs là qui arrivent. C'est un truc qui m'intéresse, que je faisais beaucoup, et quand j'ai repris, parce que l'année dernière j'ai repris un boulot à plein temps parce que j'étais ruinée de travailler gratuitement et que je suis toute seule. Comment ça, ruinée de travailler gratuitement? Oui, j'ai travaillé pendant 7 ans. Pendant 7 ans, j'étais artiste à plein temps, donc j'ai quitté mon taf. Ah ouais, complètement. Et j'ai vraiment... On dit le mot ruiné, c'est-à-dire que j'ai commencé, on va faire les chiffres, j'avais 15 000 € sur mon compte, que j'avais mis 10 ans à mettre de côté, et au l'heure d'aujourd'hui, il y a 400 € dessus. Donc j'ai vraiment été ruinée, faut le dire, parce que les jeunes qui se lancent, là, il faut qu'ils comprennent comment ça peut aller très vite. Je suis très heureuse de ce que j'ai fait pendant 7 ans, mais ça m'a ruinée. Donc moi, je suis toute seule, même si j'étais mariée ou que j'avais quelqu'un dans ma vie, je ne voudrais pas qu'il m'aide, parce que j'ai une fierté de dire qu'on peut être autodidacte, on peut ne pas être du milieu et y arriver. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Vraiment, tu vois, c'est vraiment le truc que j'ai envie de prouver. Je sais pas si je vais y arriver, mais j'ai vraiment envie. Et du coup, il a fallu que je reprenne un boulot. Donc, j'ai repris un boulot à plein temps pour me remplumer. Ça a été une horreur parce que j'avais plus le temps de peindre. Et c'est là que je me suis dit que c'était vital. Et là, je suis à mi-temps et ça se passe très bien. C'est-à-dire que j'ai pas le stress de l'argent et j'ai le temps pour peindre. Il faut juste équilibrer parce que tu ne gagnes pas beaucoup. Mais l'équilibre, il est top quand même. Il est vraiment top. Et j'ai la possibilité d'augmenter mon contrat horaire, période de Noël, solde, tout ça. Et ça fait vraiment du bien de ne pas avoir ce stress de l'argent. Parce que le stress de l'argent, ça te pousse à prendre des décisions de merde. C'est-à-dire de travailler avec des gens que tu n'aimes pas, de travailler de façon que tu n'aimes pas, de faire les choses que tu n'aimes pas.
Et ça fait du bien. Ça fait pas longtemps, hein. Ça fait 2 mois que je suis à mi-temps. Et là, je commence à avoir un équilibre qui coule. Franchement, c'est bien. Donc là, ce qui serait bien, j'ai essayé d'avoir un atelier parce que c'est le nerf de la guerre, mais faut les moyens d'avoir un atelier. Donc c'est soit j'avais un atelier, je pouvais pas payer les fournitures, soit je paye mes fournitures. Et ben j'ai grappillé mon salon. J'ai une petite bande là dans mon salon pour peindre. Donc c'est de la logistique, mais je crois que l'atelier c'est le nerf de la guerre de tout le monde, tous les gens voilà, qui veulent peindre sur toile ou même pour préparer les collages. C'est vraiment l'espace, si tu vis dans un petit appartement, c'est très 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 compliqué. J'en avais un avant, c'était ma chambre d'enfant chez mon père, là je l'ai plus. Et là c'est chaud parce que... Mais c'est pas plus mal, parce que ça te pousse à te concentrer sur l'essentiel. T'as pas de place, t'as moins de temps, qu'est-ce que tu veux faire? Tu tries. Ouais, bien sûr. Tu tries. Et donc là, moi j'ai vraiment envie de travailler les peintures à l'huile, et j'ai vraiment envie de travailler sur ma BD, enfin sur mon livre illustré. Je sais pas si ça va se faire, mais bon voilà. Là pour l'instant je suis plus sur l'huile. Et je lance un petit message, j'aimerais faire une expo solo. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas paresseux et qui n'ont rien contre les femmes, je cherche une galerie. Mais pas une galerie de crevards, hein. Je ne veux pas être exposée dans les chiottes, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'aimerais bien faire... Et ça fait seulement 6 mois que j'ai envie de faire mon expo solo et tout le monde est sur le cul quand je dis ça. Mais pour moi, l'expo solo... Pourquoi sur le cul? Parce que tous ceux de ma génération l'ont déjà fait, je suis une des seules à ne pas l'avoir fait. Ouais. Mais c'est parce que moi je trouve que c'est casse-gueule pour moi. Parce qu'il faut vraiment savoir ce que tu as envie de dire, comment le dire, il faut structurer. Et on l'a vu en début d'interview, je pars dans tous les sens. Et je commence seulement à canaliser le truc. Et là je commence seulement à savoir ce que je veux dire. Et là c'est le bon moment. Là j'ai envie de dire, je commence à avoir la technique, sans m'envoyer des fleurs. Je pense que je peux fournir, je sais pas, 20-30 œuvres. Je pense qu'elles peuvent être bien, tu vois. Ça peut être bien, c'est le bon moment. Après il faut les travailler, donc encore une petite année. Mais voilà. Donc j'aimerais bien, franchement, au bout de 8 ans, je suis prête. Non, mais c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, pour moi, il n'y a pas vraiment de moment... Le problème, c'est quand on se réfère aux autres, en fait. C'est ça le problème. Chacun son timing. Ouais. Après, j'ai envie, c'est encore le bordel dans ma tête, mais j'ai envie de taper de la sculpture en céramique, en fait. C'est un truc qui m'intéresse parce que j'ai pas du tout le compas dans l'œil au niveau des proportions. Et je me dis, tiens, je me mettrais bien en danger là-dedans. Mais bon, ça... En céramique direct, c'est vrai, enfin, je connais pas du tout la sculpture. En fait, les sculptures, tu peux faire des sculptures... T'as plusieurs... Parce que pour moi, qui dit céramique, dit four. Oui, c'est ça. Ouais. Maintenant, tu peux faire des sculptures en céramique. J'aime bien le rendu, en fait. Le rendu, il est super beau. Mais tu peux faire... Il y a plein de trucs. Il y a même des pâtes spéciales de pâte à modeler qui durcissent. Tu peux faire plein de trucs dans les sculptures. Mais j'ai vu pas mal de... Et il y a aussi, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, alors moi de toute façon dès qu'il y a un truc qui marche pas ou personne ne veut, je vais dedans. J'aime bien en fait, j'aime bien aller à l'encontre, ah bah non c'est le bronze qui marche, ah bah non c'est le bois, ah bon pas la céramique, bah je vais faire de la céramique, tiens. Voilà, peut vous faire chier, c'est un peu ça. J'ai un peu l'esprit de contradiction. Mais c'est surtout le rendu que j'aime bien et puis et ce fait oui d'avoir un passage au four quoi, d'avoir un truc... j'aimerais bien, mais voilà, j'aimerais bien aussi taper un peu de feuilles d'or, enfin voilà. Mais tout ça c'est aussi un budget. Et ça demande, alors c'est le seul truc où j'accepterais d'être formée, ça demande aussi d'avoir une petite formation avec quelqu'un, avec un artisan, tu vois. Autant le dessin, je refuse complètement, oui, bien sûr, ouais. Autant la feuille d'or, la sculpture, tu peux pas partir, tu peux essayer un autodidacte. Hein. Ouais, bah on va peut-être éviter de faire trop de temps et que j'arrive à 60 balais et toujours pas tirer ma sculpture. Tu vas prévenir le quartier le jour où tu allumeras ton four. Où j'allumerai le four, ouais. tu fais partir ou la feuille d'or, la fenêtre ouverte, tu sais, oh merde 10 000 balles perdues. Non, mais ouais, ça m'intéresserait, mais on va y aller. Ouais, c'est bien, ça, t'as plusieurs... Ouais, puis j'ai envie de voir mes personnages en 3D, quoi. C'est surtout ouais, ça. Bah ouais, ça peut être intéressant. Surtout ça peut être génial. Surtout que moi, je travaille, tu sais, quand je crée un animal ou un personnage, il a un nom. Et en fait, dans mon armoire, j'ai une pochette, et ils ont chacun leur pochette, et en fait, c'est vraiment des personnages qui vont revenir tout au long de ma vie où je vais les dessiner. C'est-à-dire que quand je dessine un renard, c'est Foxy, quand je dessine une cracotte, c'est une souris, les femmes, les asiatiques, elles s'appellent Tia, voilà, j'ai plein de... D'accord. J'ai des pochettes, elles ont des noms, elles ont des personnalités, et j'aime bien, mais ça rentre un peu dans l'univers de la BD, tu vois, on commence on commence déjà à rentrer là-dedans, et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir que je me lance là-dedans. Non, mais c'est bien, c'est que du coup, tu as déjà toute cette base qui existe, en fait. Voilà, elle existe déjà, ouais. Donc tu n'as plus qu'à piocher dedans et à se lancer. Et à les mettre en scène. Ouais, mais ça fait, je sais pas, une fois par semaine, je m'assois sur le fauteuil avec le synopsis et le cahier, et je reste bloquée. Jusqu'au jour où ça va partir. Et ça va partir. Si je poste plus rien, vous inquiétez pas, c'est que je suis sur le bouquin. Ouais, soit t'es parti à la place ou t'es d'accord, ok. Bah écoute, c'est bon à savoir, super. Je sais pas si t'as des choses à rajouter, mais je pense qu'on a fait
on a fait bien le tour. Un beau tour d'horizon de ton parcours. En tout cas, merci beaucoup pour... Oui, ça va, j'ai pas trop parlé du nez. Non, t'inquiète, tout va bien. Merci beaucoup pour ta participation, c'est super. Ouais. Et écoute, plein de bonnes choses pour la suite. J'espère que tes projets vont se réaliser. Et comme ça, on n'hésite pas du coup à te retrouver sur ton Insta. Ouais. Je mettrai évidemment le lien dans la description des posts. Je ferai une petite story si la BD est lancée. Ouais, cool, qu'on soit au courant. Ouais. Ok, ça roule. Et écoute, merci à toi et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci à toi aussi. À plus, salut. Ciao. Salut, t'es bien sur le répondeur d'Équilibre Podcast. Merci de laisser un message après le signal sonore. Recoucou, au fait j'ai oublié de te dire, j'ai une petite anecdote rigolote. Au début quand j'allais sur le canal à la danse du millénaire, que je peignais avec Marquise et Poulain, toujours fidèle au poste, y a un mec qui est passé et qui a été voir Poulain qui était à la bombe et qui a commencé à lui dire « Ah c'est bien, faut faire ci, faut le mettre comme ça, moi je le mettrai comme ça ». Le mec était en vélo, hein, c'était ni un graffeur ni un peintre, il commence à lui parler comme si on était noté, comme si on était à l'école. Et puis il me regarde, un petit peu choqué, il me dit « Ah mais vous êtes au pinceau ? Ah mais c'est plus facile ça, vous trichez hein !» Voilà, c'est une anecdote mais ça arrive tout le temps. En fait tout le temps quand je peins ou je colle, il y a des gens qui se permettent de nous dire comment peindre, comment faire. Et apparemment je suis au pinceau, c'est plus facile donc voilà. C'est plus facile, je devrais y arriver.